Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à l'actualité de la recherche autour des guerres mondiales. Je suis Guillaume Hiverneau. Je suis Charlotte Barnabé. Alors que l'historiographie de ces périodes est déjà abondante et que les livres les concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en rencontrant les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les guerres mondiales. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Plume de Doctorant. Alors aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Kevin Passmore pour discuter avec lui de son dernier ouvrage, The Maginot Line, A New History, publié en 2025 aux presses universitaires de Yale. Alors Kevin Passmore, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de présenter mon livre. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Donc vous êtes professeur d'histoire à l'université de Cardiff, spécialiste notamment de l'histoire du fascisme en Europe, ainsi que de l'histoire de la droite et de l'extrême droite en France sous la Troisième République. Vous avez notamment publié The Right in France from the Third Republic to Vichy, ou encore From Liberalism to Fascism, The Right in a French Province. Et dans votre dernier ouvrage, vous vous êtes cette fois attelé à déconstruire les mythes relatifs à la ligne Maginot et à reprendre son histoire, une histoire qui je pense méritait d'être livrée au public justement. Une histoire qui présumait a priori la décadence française des années 1930 et nous allons revenir un petit peu sur ces aspects. Oui, alors l'un des premiers apports majeurs de votre ouvrage, c'est que vous ne faites pas seulement une histoire militaire, mais aussi une histoire sociale, politique et culturelle du sujet. Oui, exact. En fait, j'ai toujours été intéressé par l'idée de Marc Bloch de prendre un objet historique et de l'étudier sous l'angle de différentes disciplines. Pour moi, au moins, la ligne Maginot, ça me semblait assez important pour pouvoir faire ça. Bloch, qui avait connu les deux guerres mondiales, il imaginait chaque discipline comme une projecteur éclairant un avion ennemi et leur faisceau l'illuminant pour donner une image globale. Évidemment, je ne donne pas une image totale de la ligne Maginot, c'est pas le dernier mot, loin s'en faut, mais Bloch a été le pionnier de certaines perspectives du livre. Donc, c'est vraiment une histoire interdisciplinaire. Et alors pour faire cette histoire, vous vous êtes appuyé sur de nombreuses sources. C'est très diversifié, on voit que vous êtes allé chercher à la fois des témoignages, mais aussi des sources militaires, des sources plus politiques. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ces archives que vous avez pu trouver justement ? Oui, les archives, c'est sûr que j'ai passé des journées très longues aux archives de Vincennes. C'est un archive très, très riche. En fait, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en fait, c'est une archive très, très riche et c'est la source le plus important. Il y a tous les archives de l'état-major, beaucoup d'archives politiques, des papiers privés de Gamelin, de Weygand, et en fait, plusieurs autres généraux. J'ai trouvé beaucoup de surprises. Par exemple, un dossier sur la radiesthésie, c'était beaucoup d'autres choses. Mais j'ai eu la chance de pouvoir consulter les archives de la justice militaire qui se trouvent au Blanc, dans la caserne de la gendarmerie. Ça a été assez difficile pour les trouver. Mais là aussi, c'est une archive très riche. Mais il y a ça aussi, j'ai travaillé aussi le presse locale. C'est une source importante, surtout puisque c'est en allemand et ça a été un peu négligé par les historiens pour comprendre un peu la réponse des Alsaciens et des Lorrains, des Mosellans. Ça aussi, c'est la presse. J'ai aussi lu beaucoup de romans et j'ai regardé des films sur le Maginot de l'époque pour comprendre un peu si existait vraiment cette décadence française, cette obsession avec la ligne Maginot, qui à mon avis n'existait pas du tout. Et alors si on parle de temps de recherche, quand est-ce que vous avez commencé ? Combien de temps se sépare entre le début de votre recherche et la publication de l'ouvrage ? Ça a été assez long, c'est un travail j'ai eu un financement de 3 ans j'ai été remplacé à l'université pendant 3 ans. J'ai eu encore un an, 2 ans plus après la fin de ce financement. Donc, j'ai pu passer
pas mal de temps en France et dans les archives. Donc, ça s'est commencé en 2014. Donc, ça a été assez long. C'était terminé en 2000. Après, ça m'a fallu 10 ans, en fait. Si on rentre dans le vif du sujet, en réalité, avant la ligne Maginot, il existe déjà certains ouvrages de défense, bien avant la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous pourriez dresser rapidement un état des lieux de ces ouvrages qui existent avant la ligne Maginot? C'est-à-dire des ouvrages, il y avait les fortifications de Vauban de l'époque classique, c'était une référence obligatoire. Le grammaire de la fortification, c'était encore, en fait, le grammaire de Vauban. On parlait de Courtine, par exemple, de Bastion et tout ça. Mais Vauban, son idée était d'enfermer une région de l'entourer par des fortifications. Mais certains parlaient d'entourer la nation entière dans des fortifications, mais d'autres avaient d'autres idées, puisqu'il y avait une autre référence, c'était les fortifications de Serré-des-Rivières qui avaient été construites après la guerre de guerre contre la Prusse de 1870. Et là, l'idée était c'était pas une fortification continue. L'idée était de canaliser l'ennemi dans des poches et de le contre-attaquer. Donc ça aussi, c'était une référence. En fait, il y avait, dans les années 20, il y avait un conflit entre ceux qui voulaient faire comme a fait Serré-des-Rivières, c'est-à-dire de la fortification discontinue, et ceux qui voulaient une fortification continue. Surtout le maréchal Pétain, il voulait ça. Et alors justement, donc c'est ça. Et les fortifications de Serré-des-Rivières et de Vauban existaient encore. Souvent, les fortifications de la ligne Maginot dans le sud-est et dans le nord, mais pas en Alsace, avaient été construites souvent c'était des fortifications de Serré modernisées. Et alors vous expliquez justement dans votre ouvrage que après la Première Guerre mondiale se met en place, notamment dans les années 1920, toute une administration qui est chargée de penser un futur système de fortification, un futur système de défense. Par exemple, en 1925, vous avez la création de la Commission de défense des frontières. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur qui a été à l'initiative de cette ligne et comment ça s'est mis en place dans les années 1920? D'abord, il n'y avait pas c'était pas un réflexe, c'était pas une réponse immédiate à la guerre, puisque de 1919 jusqu'à 1924, l'objectif était de dominer l'Allemagne. C'était en cas de guerre, qui était peu probable. En fait, l'idée était de couper l'Allemagne en deux avec l'aide de la Tchécoslovaquie, puisque l'Allemagne était en partie occupée. Il y avait des forces françaises dans ce qui est la rive gauche du Rhin était occupée. C'est la province Rhineland-Pfalz maintenant. C'était occupé. Donc, l'objectif était de dominer l'Allemagne. Ça a changé au milieu des années 20. Milieu des années 20, pour des raisons que sans doute vous n'ignorez pas, l'occupation de la Ruhr n'a pas été un succès. La gauche est venue au pouvoir et on voulait en fait une réconciliation avec l'Allemagne. Et dans ce contexte-là, en politique de désarmement, ce qui était en réalité l'interdiction d'armes offensives. Donc, la fortification, ça allait avec cette politique de détente qui n'a pas duré très longtemps, mais c'est le produit de ces années-là. Et donc, une commission a été établie en 1925, mais dans sa première réunion, les premières lignes de l'agenda de la première union ont dit, en fait, que la fortification, c'est un seul branche de la défense du territoire de la France, et c'est moins important que la défense de l'Empire.
et de l'organisation de l'économie pour une guerre longue et subordonné aussi à la réorganisation de l'armée. Donc, c'était déjà pas une obsession. Et les vrais débats sur la fortification ont commencé en 26, après la fin, ou ce qu'on disait être la fin d'une rébellion au Maroc, où Pétain est allé au Maroc pour combattre les rebelles dans la guerre du Rif. Donc, c'était toujours l'Empire qui comptait. Donc, c'est en 1926 qu'on a vraiment commencé à penser à la fortification, mais il a fallu encore 4 ans pour décider, parce qu'il y avait tellement de débats et de controverses. Si je traduis bien, vous évoquez un projet orgueilleux qui en réalité n'est pas pensé uniquement pour des motifs défensifs. Non, non, du tout. Les fortifications, les fortifications pouvaient aussi être la base d'une offensive. Les fortifications de la région de Metz, surtout, avaient été conçues à la fois comme organisation défensive, mais aussi pour couvrir une avance dans la zone occupée, démilitarisée. Et ça n'a jamais changé, enfin, puisque l'offensive de la SAR de 1939, ça a été couvert par les canons des fortifications de Metz. C'était pas une offensive très importante, mais quand même, c'était pas simplement une organisation défensive. Et aussi, le facteur, ce qui est encore plus important, c'est que l'objectif était de neutraliser la frontière allemande, c'est-à-dire en Alsace-Lorraine jusqu'au Luxembourg, pour que les armées, les unités motorisées et mécanisées pouvaient rentrer en Belgique pour aller à la rencontre des Allemands. Et en fait, il y a des documents qui montrent que la ville de Longuillon était choisie comme limite à l'ouest des fortifications pour obliger les Allemands de passer par la Belgique. Parce que comme ça, l'intervention des Anglais, des Britanniques, puisqu'on est en Pays de Galles, était garantie, comme en 14. Puisque dans les années 20, les Britanniques, ce ne sont pas des alliés très sûrs. En vous lisant, on constate que la délimitation géographique de la ligne, en fait, elle évolue. Au début, on pense des principales régions fortifiées, donc autour de, par exemple, de Metz-Longwy, autour de la Haute-Alsace, autour de Belfort. Mais on se rend compte très rapidement que, par exemple, avec les menaces de Mussolini autour des Alpes, il faut aussi fortifier ce secteur-là. Que la Belgique, vous le dites, il y a des raisons politiques aussi. On se demande s'il faut quand même pas protéger un petit peu derrière la Belgique, mais bon, ça semble pas être une priorité avant le milieu des années 1930. Est-ce que vous pourriez nous revenir un petit peu sur cette délimitation géographique ? Il y a deux questions là, en fait. En sud-est, les travaux ont commencé en fait sur la frontière du sud-est, parce que en 1928, Mussolini parlait à reprendre de la France Nice et les Savoies. Donc c'est là que les frontières ont commencé. Sur la Belgique, la question est compliquée puisqu'il est difficile à fortifier la frontière belge pour des raisons géologiques, surtout au nord, dans la région de Flandre, puisque le nappe phréatique est très haut. On n'a même pas pu creuser des vraies tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Il fallait des sacs de terre. Mais aussi, il y a de nombreuses petites de villes moyennes aussi. Mais il y avait aussi le problème politique de fortifier la frontière avec un pays ami. Mais aussi, le problème
c'est qu'on avait toujours ce plan d'aller à la rencontre des alliés en Belgique pour combattre en Belgique. On ne voulait pas une troisième invasion, quatrième invasion même. Mais l'armée n'a pas compté avec la pression politique, ni avec la pression de la population, ni avec Pétain. Pétain, il était contre la fortification permanente. Il voulait que la fortification de campagne. Mais ce qu'il voulait, c'était de stocker l'équipement nécessaire à la construction de fortifications campagne dans ce qu'on appelait une période de tension politique et sur la mobilisation. Lui, il voulait construire cela peut-être avec quelques blockhaus sur la frontière belge. Mais la population, certains officiers aussi, les intérêts, le business aussi, ils voulaient de la fortification, ils voulaient un peu de fortification permanente, surtout à Maubeuge par exemple, à Cassel, ou d'autres endroits. Et c'est la fortification, c'est la pression politique qui a été déterminante. Et la gauche aussi, Daladier, qui est revenu au pouvoir en 1932, lui aussi, il voulait une fortification de campagne sur la frontière belge, mais lui aussi, il a été contre la fortification permanente, mais finalement, il a accepté la construction de quelques ouvrages d'infanterie, pas des gros ouvrages d'artillerie, mais des ouvrages d'infanterie à Montmédy, à Maubeuge, et quelques autres endroits. Oui, et pour prolonger un peu la question, vous évoquez justement une politisation de la question des fortifications. Qui en sont les principaux acteurs ? Il faut d'abord comprendre que la ligne Maginot, c'est pas seulement un projet militaire, c'est aussi un projet social. C'est-à-dire, c'est pour l'un des objectifs, c'est la raison pour laquelle on a construit ces gros ouvrages d'artillerie. Ce sont l'équivalent d'une grosse entreprise dans l'industrie, c'est l'équivalent d'une grande usine, en fait. Et l'idée, c'était de rétablir le commandement militaire traditionnel qui avait été mis à mal pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'on a dû déléguer le commandement tactique aux petites unités commandées souvent par des lieutenants, même par des sous-officiers et même par des caporaux. Et beaucoup d'officiers supérieurs n'aimaient pas du tout ça. Donc, ils envisageaient de la fortification permanente à une grande échelle pour qu'on puisse rétablir ce contrôle hiérarchique de la troupe. Mais la gauche, dans laquelle le mythe, la levée en masse persistait, ils étaient plus à l'aise avec cette dévolution tactique. Donc, c'était un peu une combat droite-gauche, fortification campagne de campagne pour la gauche, fortification permanente, gros ouvrage pour la droite. Mais il y avait beaucoup aussi d'officiers, c'était pas simplement gauche-droite, puisqu'il y avait un conflit au sein de l'armée. Beaucoup d'officiers, les capitaines, les lieutenants, ceux qui étaient maintenant colonels, qui avaient été lieutenants pendant la guerre, qui étaient très hostiles au commandement, même à Pétain, qui n'avaient pas pour eux fait la vraie guerre. Ils ont calculé, ils ont passé la guerre à calculer le rendement des canons au grand quartier général, par exemple. Donc, il y avait un conflit au sein de l'armée. Il y avait aussi un conflit entre entre les Foch et Pétain sur la manœuvre, et Foch qui était pour la manœuvre et l'action, l'offensive, et Pétain qui était pour l'attrition, la guerre d'usure. Donc, il y avait beaucoup de conflits croisés, mais c'était un peu aussi, c'est très politisé. Pétain, il y avait une alliance de fortune entre Pétain et Daladier
Pétain, évidemment, n'était pas républicain, mais il partageait l'idée de Daladier qu'il fallait de la fortification de campagne. Et alors, quelle est la place de Maginot dans tout ça? Maginot, il a fait la guerre, il a été blessé, mais lui, il était sergent. C'est exactement le type de sous-officier il a formé en début de guerre un petit groupe de patrouilleurs, c'est-à-dire des gens qui faisaient la reconnaissance des coups de main dans un petit groupe de frontaliers. En fait, il a été blessé, mais il n'a jamais connu, au mois de septembre, je crois, au cours d'un coup de main ou une reconnaissance, mais il n'a jamais connu la guerre de tranchées ou le défensif. Il a connu la guerre de manœuvre. Mais il a été ministre de la guerre. Il a été formé, évidemment. Il a eu une citation signée par Pétain. Mais il a toujours été pour l'offensive. Il a opposé la nomination de Pétain à la tête des armées en 1917. Il a jeté sa béquille sur la table au Conseil des ministres, puisqu'il était tellement anti-Pétain. Pétain, c'est la défaite, il disait. Mais en fait, après la guerre, il était ministre de guerre en début des années 30. Mais celui qui était ministre de guerre pendant les débats sur la fortification, c'était Paul Painlevé. Mais l'hasard parlementaire a voulu que, juste avant que la loi sur la fortification arrive au Parlement, c'est Maginot qui a dû le présenter au Parlement. Mais lui, il a dit que c'est pas moi qui en est responsable, c'est Paul Painlevé. Mais Maginot, il est mort en 31, je crois. Mais après, c'est surtout l'Action française qui en a fait une tute de Maginot. Et c'est l'Action française qui a dit qu'il a appelé d'abord la ligne Maginot. Mais l'un des lecteurs de l'Action française, un officier, le capitaine Pierre Bouillard, il a écrit, en prenant le nom d'auteur de Pierre Nord, il a écrit un roman qui s'appelle Double crime sur la ligne Maginot, qui a été un succès puisque ça a été publié au moment de la remilitarisation de la Rhénanie. Et donc, ça a été lu. Le débat sur qui a été responsable pour la ligne Maginot a commencé dans la presse. Mais c'est surtout ce qui a ancré l'appellation ligne Maginot dans la culture populaire. Ça a été le film de 37, Double crime sur la ligne Maginot. Et à partir de 37, avec le film, on commence couramment à l'appeler la ligne Maginot. Donc, ça n'a pas forcément grand-chose à dire avec Maginot, mais il a été ministre de la guerre en début de construction. Donc, il a eu une influence. C'est lui qui est responsable pour le camp spécial, par exemple, qui a été établi, je pense, en 31. C'est aussi une approche de votre ouvrage, hein. Il y a toute une partie justement d'histoire culturelle où vous évoquez ces œuvres autour de la ligne Maginot, cette construction, comment on construit culturellement la ligne Maginot. Une autre approche qui m'a pour le coup beaucoup intéressé, c'est aussi voir comment concrètement on finance la ligne et comment la ligne en fait c'est un agglomérat d'entreprises privées mêlées à des fonds publics, voir que parfois il y a 30-40 entreprises qui interviennent et qu'aussi, puisque quand même ces fortifications montrent une certaine modernisation, on a des influences, par exemple, architecturales qui sont très modernes, mais c'est aussi une vitrine de l'industrie française, par exemple. Oui, c'est ça. La ligne Maginot, il faut d'abord le dire que c'était coûteux et ça a coûté 7 milliards. Il a été financé par les impôts, par les emprunts publics, essentiellement sur le marché intérieur. Il y avait une compte spéciale aussi. Mais
En fait, le comité de fortification, il a dit tout au début qu'il faut, il faut la collaboration avec les entreprises privées, puisque c'est eux qui ont la pratique de diriger la masse d'ouvriers qu'il fallait, qu'ils ont des départements de recherche. Et de plus en plus, dans les années 20, les polytechniciens allaient un peu moins dans l'armée. Ils travaillaient surtout pour les grandes entreprises de bâtiments. Donc, pendant la guerre, ils étaient mobilisés comme officiers de réserve. Donc, il y avait un entrecroisement entre le privé et le public et l'armée par la Polytechnique. Et aussi, les entreprises privées avec la capacité d'emprunter les fonds, puisque les fonds nécessaires, les financements nécessaires, puisque l'armée les payait plus tard. Donc, ils pouvaient emprunter pour payer. Donc, le modèle, comme vous le dites, le modèle, c'est le grande entreprise privée, les sciences pour organiser ces gros ouvrages d'artillerie, surtout, le modèle, c'était l'entreprise privée. C'était le management, le système de management d'Henri Fayol. C'est un système centralisé de management qui est oublié, sauf peut-être dans certaines écoles de business, mais aussi le système de management de FW, Taylor. C'est-à-dire l'organisation du travail, comme on disait. On appelait ça les sciences de l'organisation à l'époque. C'est l'âge de l'organisation. Il fallait tout organiser, l'environnement naturel, l'écologie, les hommes, les machines. Le vocabulaire du management, c'est l'organisation, le rendement des armes, par exemple. On parlait de ça, le rendement des troupes. C'est un vocabulaire emprunté dans l'industrie privée. C'est le même objectif de combattre le communisme, l'antimilitarisme, mais aussi l'autonomisme en Alsace-Lorraine. C'est l'un des motifs c'est les motifs politiques aussi pour rétablir l'hiérarchie sociale sur un plan dit plus scientifique. C'est-à-dire que la classe dirigeante repose sur la science et le caractère, pas sur le hasard de naissance, de fortune, par exemple. Donc, c'est une réorganisation un peu de la classe dirigeante. Vous montrez aussi qu'une fois les ouvrages construits, qu'ils sont investis par les différentes troupes de forteresse, le commandant d'un ouvrage, par exemple, s'apparente presque à un chef d'entreprise, à un chef d'usine. D'ailleurs, dans certains ouvrages, il y a une partie qu'on appelle l'usine. Et alors, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur le quotidien des hommes, puisque c'est majoritairement quand même des hommes qui sont dans ces ouvrages. Quel est leur quotidien ? Oui, il y avait l'équivalent d'une dizaine de divisions de troupes spécialisées de forteresse. Ces divisions, la tradition dans l'armée française, c'était que les troupes de forteresse, c'était une carrière, on allait dans les troupes de forteresse en fin de carrière pour terminer sa carrière paisiblement et honorablement. Les régiments de fortification, c'était pas des troupes d'élite. Mais l'armée a voulu combattre cette idée, donc ils ont dit dans des films de propagande, aussi au sein de l'armée, que c'était une nouvelle force d'élite. Ils ont été parmi les premiers à avoir le nouveau uniforme kaki. Par exemple, ils avaient des bonus et tout ça. Mais le problème, c'est que les troupes de forteresse ont été toujours regardées par la troupe comme des troupes de seconde zone. À Saint-Cyr, ceux qui arrivaient en tête de promotion, ils avaient le droit de choisir leur troupe. Ils choisissaient jamais les fortifications. Donc, les officiers de fortification, les professionnels, c'était les derniers de chaque promotion qui ont été envoyés dans les fortifications. Aussi, il y avait beaucoup de transferts disciplinaires. Des officiers qui ont été coupables, par exemple,
d'ivresse en public ou des crimes contre l'honneur, comme on disait, et tout ça. Donc, il y avait ce problème. Mais quand même, les troupes de forteresse, ils étaient très bien équipés. Ils étaient divisés en compagnies d'équipage d'ouvrage, compagnies d'équipage de casemates, c'était des troupes spécialisées. Mais le reste la plupart, en fait, des régiments des soldats de forteresse, c'était des troupes défensives et statiques. Il y avait beaucoup de mitrailleuses, des mortiers, des canons anti-chars. Mais c'était l'armée traditionnelle française commandée en temps de guerre par des instituteurs et des prêtres. J'en parle d'une compagnie dont 5 des lieutenants étaient des prêtres catholiques alsaciens, par exemple. Donc, c'était à la fois une troupe spécialisée, professionnelle, mais aussi c'est l'armée traditionnelle de masse. C'est la levée en masse. Comment évolue ce projet alors que dans l'entre-deux-guerres, on voit quand même l'essor d'un certain pacifisme? Oui, exact. L'un des arguments de mon livre, c'est qu'il n'y avait pas de mentalité universelle défensive, mais en fait, qu'il y avait à certains moments, à Munich par exemple, il y avait certainement un consensus dans lequel les communistes, évidemment, faisaient exception, mais là, il y avait aussi certainement un consensus pour ne pas faire la guerre, même chez l'armée. Mais l'un de mes arguments, c'est que en fait, il y avait une polarisation et à partir de 38 et 39, une polarisation accrue, plus intense entre les partisans de rester derrière les fortifications qu'on craignait en même temps, qui n'existaient pas vraiment, mais aussi des idées même de victoire, de victoire en Belgique ou en Suisse. Et je cite certains dans la littérature populaire, par exemple, il y avait début de 39, il y avait la série de 6 romans du commandant Cazel qui s'appelle La guerre, et dans laquelle il parle de victoires énormes en Belgique et en Suisse. Des victoires de manœuvre dans lesquelles il dit les fortifications ne comptent pas du tout. Et il y a l'un des volumes, c'est sur la ligne Maginot, mais c'est une guerre très très dure avec beaucoup de morts. Donc il n'y a pas d'illusion à mon avis. Mais aussi ce que je dirais, c'est qu'au sein de l'armée, le débat entre l'offensive et la défensive, ça continuait. Et c'est surtout dans le combat, dans le débat entre Gamelin et son numéro 2, le général Georges. Il y avait un Gamelin dont les plans de guerre sont devenus de plus en plus offensifs. Il faut expliquer un peu sur les méthodes que j'utilise, puisque dans mes ouvrages sur le fascisme, j'ai utilisé la méthode de Michel Daubry, qui dit que les crises politiques ne sont pas le produit direct de problèmes structurels de mentalité, mais les crises politiques, ce sont des choses émergentes dans une chambre politique en mouvement, relationnelle. Ça dépend des réponses anticipées de l'ennemi, mais aussi des rapports relationnels au sein de l'armée française. Et donc, je mets l'accent aussi sur ce conflit entre Georges et Gamelin, et je le mets dans un contexte plus long aussi, puisque je montre que Gamelin n'a jamais été en faveur de la fortification continue, toujours été pour le manœuvre, l'offensive. Donc les autorités militaires françaises sont divisées sur la question. Est-ce que vous savez comment la ligne elle est perçue et appréhendée par les autorités allemandes?
Oui, les autorités allemandes étaient très impressionnés, surtout Hitler, qui était un enfant de la Première Guerre mondiale. Il était un peu obsédé par l'artillerie lourde pour percer la ligne Maginot. Et c'est plus tard, en fait, pendant la planification de la guerre en Pologne et en France, qui s'est converti, il a mis l'accent plutôt sur sur la mobilité et les chars. Mais l'armée allemande a conclu, ils avaient pas mal d'intelligence sur la ligne Maginot, qu'ils ne pouvaient pas le percer avant au moins 41. C'est exactement ce que les Français ont conclu sur les fortifications allemandes. Donc, la ligne Maginot, dans ce sens-là, a été un succès. Les Allemands ont conclu que, vu l'état catastrophique de l'économie de guerre allemande, puisque le blocus a bien marché, quoique ce qu'on a pensé, certains Français, le blocus a bien marché et l'économie allemande c'était la catastrophe en 39-40. Et on a conclu qu'il fallait bien une guerre rapide en passant par la Belgique. Donc, sous cet angle-là, au moins, la ligne Maginot a été un succès. Il fallait évidemment ne pas perdre la première bataille, mais... Oui, d'ailleurs, vous montrez, alors c'est très intéressant, vous montrez que il y a un mythe autour de la ligne Maginot qui serait qu'en fait elle n'aurait servi à rien. D'ailleurs, un mythe qui est presque alimenté par les résistants proches de De Gaulle, parce que De Gaulle aurait prôné la guerre de mouvement, et donc c'était pour montrer que justement il n'aurait pas fallu justement une guerre de position et les fortifications. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur cette efficacité réelle de la ligne au printemps, enfin à l'été 1940, au moment de l'offensive allemande? Oui, il faut d'abord répondre un peu à la première question, puisque même De Gaulle a conclu qu'il fallait, quand il parlait, il a écrit un document, un mémo notoire, très bien connu en début de 40, dans lequel il a dit qu'il faut mettre l'accent sur les chars. Mais ce qu'il envisageait, c'était des chars très lourds, de 100 tonnes, pour percer les fortifications allemandes. C'était pas pour rentrer en Belgique. Donc, même De Gaulle, il a conclu, en fait, De Gaulle commençait à se rendre compte que ça serait une guerre longue. Déjà, évidemment, c'est ce qu'il disait le 18 juin. Mais sur la ligne Maginot elle-même, elle a compté pendant la campagne. Je dirais en fait que le mythe de la ligne Maginot, il y a certaines vérités. D'abord, il y avait trop de divisions derrière les lignes Maginot. Presque la moitié des divisions, la moitié des troupes de première ligne, 1 million de soldats, étaient derrière la ligne Maginot. Donc, il y avait pas suffisamment de troupes dans la réserve générale pour contrer la percée allemande. Ils ont été transférés en petits groupes vers le nord pendant la bataille. Et aussi, le général Hunziger, qui commandait la 2e armée à Sedan, Georges lui a commandé d'attaquer le front vers le nord, sur le flanc des armées de Guderian qui déjà avançait vers la Manche. Mais Hunziger a préféré retraiter vers le sud pour défendre la ligne Maginot. Donc, le mythe, ça n'a pas complètement tort. Et aussi, la ligne Maginot n'était pas très chère en francs, c'est-à-dire financièrement, mais la ligne a été très avare en hommes. Et il est devenu, c'est une conséquence de cette idéologie un peu... Je ne sais pas si vous dites ça en français, mais on le dit en anglais, cette philosophie managérialiste, qui s'est devenue une bureaucratie au sein de l'armée qui s'est défendée, qui avait son habitude peut-être, mais qui se défendait et qui a résisté. Il y avait bien des tentatives
de rendre plus mobile les troupes de fortification, mais la bureaucratie de la fortification, des régions fortifiées, à résister. Et on voulait convertir les troupes de forteresse en troupes de campagne, mais ça n'a pas marché. Pour conclure, est-ce qu'on peut rapidement expliquer ce que devient la ligne après l'été 40 ? Après l'été 40, les Allemands ont tiré dessus. Ils avaient déjà l'attaqué. Il y avait, je compte mentalement 9 petits ouvrages d'infanterie qui ont été capturés. Mais ils ont utilisé même après les guerres, ils ont utilisé pour l'entraînement de l'artillerie, pour faire des expérimentations. Plus tard, ils ont transféré beaucoup des canons vers leur propre mur d'Atlantique. La doctrine de la mur d'Atlantique, ça ressemblait beaucoup à la doctrine de la ligne Maginot. C'est la défense initiale. Plus tard, ils ont essayé de remettre en marche la ligne Maginot pour défendre contre les Alliés qui avançaient. Certains ouvrages ont bien résisté aux armées américaines, surtout l'ouvrage de Chișec. Les casemates d'artillerie se sont révélés très vulnérables pendant la guerre de 40, mais les tourelles, ils étaient encore très efficaces. Mais après la guerre, dans les années 50, l'armée a commencé à moderniser la ligne Maginot pour d'utiliser en cas d'invasion soviétique. Mais la guerre d'Algérie a arrêté un peu tout ça, mais même dans les années 60, la ligne Maginot faisait partie de plans de guerre de la France, surtout après que la France ne faisait plus partie de l'Alliance Atlantique. Donc ça existait, il y a certains ouvrages qui font toujours partie de terrain militaire. Oui, encore aujourd'hui, dans la région de Metz, par exemple, il y en a beaucoup autour qui sont encore des terrains militaires qui sont encore utilisés notamment pour des manœuvres. Ils ne sont plus tellement investis, mais par contre, ils servent. Le terrain appartient encore à l'armée. Oui, mais aussi, il y a sans doute, il y en a beaucoup de gens qui ont visité, on peut visiter certains ouvrages qui ont été remis en état. Par exemple, Schönenberg ou Hackenburg, qui est le plus grand, on peut, je crois, même faire un petit voyage de train dans les galeries souterraines. En tout cas, c'est vraiment un ouvrage qu'on recommande vraiment vivement. C'est vraiment une approche vraiment récente, renouvelée sur la ligne Maginot. Même si pour l'instant c'est en anglais, on encourage quand même nos auditeurs et auditrices d'aller y jeter un œil. Pour rappel, c'est aux presses universitaires de Yale. Et nous vous remercions beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup, ça m'a fait un très grand plaisir. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast réalisé par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire ISTEME de l'Université de Caen. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un prochain épisode.